8 secondes, 7 secondes. Voilà. Top, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, désolé pour les quelques petites minutes de retard. On avait un sujet de synchro technique, ça fait toujours partie du live. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur la culture client. Donc, je me présente rapidement. Je suis Lorraine Cambier, donc je travaille au sein du cabinet Acemis. Et donc, on va se parler tout particulièrement de ce sujet de transformation culturelle aujourd'hui. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Et bien sûr, il y aura à la fin un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas soit à les partager dans le chat au fil de l'eau si vous ne voulez pas les perdre, ou bien vous les notez de côté. Et puis, on prendra le temps, bien sûr, d'y répondre à la fin. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, mais de faire quand même un petit détour par une présentation rapide du cabinet dans lequel donc, je suis, Acemis. Donc, c'est un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé dans la transformation par l'expérience client. On est situé et on intervient à la fois en France et en Belgique. Notre ambition, c'est de pouvoir aider nos clients à anticiper ce qu'ils veulent faire vivre à leurs propres clients pour le rendre plus simple, plus fluide et plus mémorable. C'est vraiment la manière dont on travaille, c'est notre ADN. Et d'ailleurs, Acemis, dans la manière dont c'est écrit, Acemis veut dire Anticipate Customer Experience, Make it Simple. Donc, on est même dans le titre du nom de notre entreprise. Nous travaillons sur plusieurs types d'expertise. On accompagne sur des sujets d'expérience client, de transformation digitale, de change, de CRM, etc. Et bien sûr, on travaille sur le sujet de la culture client, c'est-à-dire comment accompagner des entreprises et des organisations à développer et à renforcer la culture client. Alors, au programme de notre webinaire aujourd'hui, je vous propose d'abord de faire une petite mise en contexte et de revenir sur les enjeux particuliers en ce moment pour resituer la culture client. De vous partager une définition de la culture client, une parmi tant d'autres en tout cas, et de vous partager également quelques convictions que nous avons sur ce sujet. Également de partager les conditions de réussite qui permettent de mettre en place dans de bonnes conditions un programme culture client et donc de vous partager des quatre leviers, 4 essentiels qui permettent de développer et d'ancrer durablement la culture client au sein d'entreprises. Et dans l'un des 4 leviers de la culture client, c'est le passage à l'acte, c'est faire en sorte qu'il se passe quelque chose en vrai au sein d'une organisation et que les clients puissent constater en effet qu'il y a un effort qui est fait du côté de la culture client. Et pour que ce soit pas trop abstrait, je vous propose d'avoir un éclairage en vous partageant l'une des missions sur laquelle on a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui est l'établissement français du sang. Et je vous propose de démarrer ce webinaire. Hop, ici. Donc, les enjeux de la culture client, on voit que les entreprises, elles évoluent aujourd'hui dans un environnement qui combine un certain nombre de pressions majeures et qui font dire que la culture client, c'est plus seulement le nice to have ou la cerise sur le gâteau, mais ça devient aujourd'hui l'un des moyens clés pour se différencier. Donc, on parle de pression majeure. L'une de ces pressions majeures, pour vous donner en tout cas un petit peu plus de détails, et j'imagine que vous l'avez bien sûr bien en tête, c'est le sujet d'une recherche permanente, de pouvoir faire réaliser des marges et de pouvoir être dans une culture aussi de l'optimisation avec des entreprises qui font face à des attentes clients qui sont de plus en plus exigeantes, de plus en plus fortes. Des coûts qui sont aussi qui sont à maîtriser. On parle de coûts en termes RH, en termes de réglementation, en termes d'énergie, en termes d'achat et j'en passe. Et puis aussi des investissements qui sont aujourd'hui à arbitrer au plus serré.
La conséquence de tout ça, c'est que quand on voit que les offres, elles ont tendance à se ressembler, quand on voit que c'est pas forcément évident de travailler sur le levier du prix et de faire des prix qui soient peut-être plus bas, eh bien c'est souvent l'expérience qui est proposée aux clients qui peut devenir un facteur de différenciation durable. Au-delà du sujet de l'optimisation et de la recherche de marge, on a également le sujet de la concurrence. Alors la concurrence accrue, elle est là depuis des années. La particularité aussi peut-être aujourd'hui, c'est que la notion de concurrence, elle a évolué, elle s'est élargie parce qu'aujourd'hui les entreprises, la concurrence ne vient plus seulement du même secteur d'activité. Elle s'est élargie. Et aujourd'hui, les clients vont comparer l'expérience qu'ils ont vécue auprès d'une entreprise, auprès d'une marque, aussi bien dans une banque que l'expérience qu'ils ont vécue chez un e-commerçant, que l'expérience vécue sur une plateforme de livraison ou encore sur un service de streaming. Et du coup, ce qu'on voit ici et ce qui est intéressant, c'est de se dire que la barre, elle n'est plus fixée uniquement par les concurrents directs, mais par les meilleurs standards qui sont vécus par les clients au quotidien. Et on le voit d'ailleurs de manière très concrète. Si je vous prends un exemple au niveau, par exemple, de l'administration publique, quand aujourd'hui on a pris l'habitude de commander et de recevoir un produit en 12 heures, en 24 heures, max 48 heures sur une plateforme type Amazon, on a du mal à comprendre que on puisse mettre 2-3 semaines à recevoir une carte vitale. Donc, et on le verra d'ailleurs sur l'exemple dont je vais vous parler avec l'établissement français du sang tout à l'heure. Donc, on a parlé d'optimisation, on a parlé de concurrence. Il y a également une autre pression majeure, mais qui se fait vivre plutôt en interne de la part des collaborateurs qui aujourd'hui se disent aussi sous pression et qui sont aussi en quête de sens. On demande de plus en plus de choses aux collaborateurs. On a parfois moins de temps. On a des missions qui peuvent être amenées à se complexifier. Plus de charges. Et dans ce contexte, on peut dire que la culture client, c'est aussi un moyen de retrouver un cadre qui est stabilisant pour les collaborateurs d'une organisation, de redonner du sens et d'essayer de retrouver aussi des priorités dans son travail et pourquoi pas se dire que la priorité, c'est de réussir à satisfaire le client et donc de remettre un petit peu une boussole au centre de son activité et de considérer que cette boussole, c'est le client. Et enfin, la culture client, elle peut être aussi vue comme un levier de performance et parfois même de réduction des coûts. On est dans un monde où chaque euro compte et la culture client peut permettre d'améliorer la fidélisation. Et on le sait aujourd'hui, réussir à fidéliser des clients parce qu'ils ont vécu une expérience qui a été excellente, qui a été mémorable, fait aussi qu'on a envie d'en parler autour de soi. Fidéliser, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, coûte moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Donc, c'est un levier qui est extrêmement important. Et travailler sur le sujet de la culture client, ça peut aussi permettre d'augmenter la préférence et la recommandation. C'est parce qu'on a vécu une expérience qui a été particulièrement satisfaisante et marquante qu'on a envie d'en parler autour de soi. Et donc, on va pouvoir, en interne, du côté de l'entreprise, suivre des indicateurs comme les indicateurs de satisfaction client ou encore des indicateurs de NPS. Donc voilà, ce petit détour sur la partie contexte pour se dire que la culture client, elle devient un avantage compétitif qui est important, mais qui est en même temps accessible et qui est l'un des rares leviers qui permettent à la fois d'améliorer la performance, de travailler sur l'expérience qui est proposée aux clients et aussi de travailler sur de l'efficacité interne. Alors, passons au sujet, je suis passée un petit peu vite, au sujet donc de la culture client. De quoi s'agit-il ? Donc, la culture client pour nous, c'est vraiment un état d'esprit qui est partagé de manière informelle par le plus grand nombre des collaborateurs au sein d'une entreprise et qui va être amené à influencer positivement des comportements. Ces comportements, ils peuvent être individuels et ils peuvent être collectifs.
Et ils vont venir irriguer les décisions, la gouvernance, l'organisation, les process, etc. au sein d'une entreprise. Ça, je vais revenir dessus juste après pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets. Donc, au final, être orienté client, c'est se poser la question quel va être l'impact de ce que je fais sur ce que va vivre le client au quotidien quand il va utiliser une offre, un service que je propose. C'est aussi, par exemple, réussir à se mettre à la place du client quand, par exemple, je suis au bout du fil, au bout du fil et réussir à me projeter sur ce qu'il est en train de vivre, essayer de me mettre à sa place, pour le comprendre et pour lui proposer la solution qui sera la plus utile pour lui à un moment précis. Donc, c'est penser et agir client en fonction de ce qui est le mieux pour lui et en fonction de ce que je vais être en mesure de faire pour le satisfaire pleinement. Alors, on a tendance à penser à première vue que la culture client, elle va concerner uniquement les collaborateurs qui sont en lien direct avec les clients. Alors, c'est pas forcément le cas. On voit que aujourd'hui, être orienté client, ça concerne aussi des personnes qui sont plus éloignées des clients, qui sont pas en contact direct avec lui. Et ça va être orienté client quand je conçois une offre, quand je conçois un produit, quand j'écris un processus ou j'écris un parcours client. On va le voir juste après. Et donc, si la culture client, c'est agir en profondeur sur faire évoluer des comportements, faire évoluer un état d'esprit pour être résolument orienté client, on voit qu'on ne va pas utiliser les leviers qu'on utilise d'habitude, où on va mettre en place des règles, des chartes, des scripts, et puis ensuite on va déployer au sein de l'entreprise et on va s'assurer que c'est bien appliqué par chacun. Au contraire, on est dans une transformation qui vient de l'intérieur. On est sur une transformation profonde des comportements et donc nous, on a tendance à dire que la culture client, elle ne se déploie pas, mais elle s'infuse. Et donc, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est quelque chose qui se fait de l'intérieur. Et donc, c'est vraiment une évolution qui est progressive des mentalités et des pratiques au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation. Alors, comment est-ce que la culture client, elle se traduit de manière un peu plus concrète dans les entreprises et surtout, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce soit perceptible de la part des clients? Donc, on l'a dit, être orienté client, c'est pouvoir penser et agir client dans tout ce qu'une entreprise fait. De manière un petit peu plus concrète, on le disait tout à l'heure, hein, la culture client, ça irrigue la manière dont on va concevoir des parcours, des process, dont on va s'organiser, dont on va mettre en place la gouvernance d'une entreprise. Donc voilà, de manière plus précise, penser client pour une entreprise, ça peut être penser client quand elle va concevoir des offres ou des produits, par exemple. Ça va se traduire dans la manière dont, par exemple, un chef de produit marketing va construire son offre ou va construire son produit en étant à l'écoute des attentes des clients et en se mettant à sa place et en se posant la question, qu'est-ce qu'il va vivre en tant que client lorsqu'il va utiliser mon produit ou mon service ou mon offre. C'est aussi penser client pour une entreprise quand elle va construire des process qui vont simplifier la vie des clients. Et donc, c'est se dire, est-ce que quand je conçois mon process, donc qui est interne en entreprise, est-ce que je prends bien en considération le client? Est-ce qu'il rentre bien en ligne de compte? Et est-ce que je me pose bien la question de ce que lui va vivre au moment où le process interne de l'entreprise va se mettre en place? C'est aussi penser client quand on va plutôt s'intéresser non pas à communiquer sur, par exemple, des caractéristiques techniques de mon produit, mais plutôt à communiquer sur des usages clients et sur les bénéfices clients quand un client va pouvoir utiliser un produit et un service. On le voit par exemple, le Roi Merlin le fait très bien aujourd'hui. Il ne communique pas nécessairement sur les caractéristiques techniques d'un produit qui, pour finir, pourrait uniquement intéresser des personnes qui seraient plutôt techniques, mais le commun des mortels va plutôt être intéressé par qu'est-ce que j'ai envie de faire avec un produit, ça va être quoi les bénéfices concrets de ce produit et ensuite je vais m'orienter vers le produit que je vais avoir envie d'acheter.
Et enfin, ça se traduit aussi dans la manière dont l'ensemble des collaborateurs va pouvoir être orienté client, donc en fait va avoir une sensibilité client. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on voit très bien que être orienté client, ça concerne des personnes qui sont en contact direct avec des clients, mais également des personnes qui vont être beaucoup plus éloignées des clients, qui vont peut-être ne jamais être amenées à être en contact direct avec les clients, puisque là, on se parle de personnes qui vont être chefs de produits marketing et qui vont concevoir des offres et des produits, des personnes qui sont responsables de processus, des personnes même qui vont être à la com ou encore des personnes qui vont être responsables des ressources humaines et qui vont orienter la culture de recrutement en se disant, ben voilà, moi j'ai envie de recruter des collaborateurs qui ont une sensibilité client particulière. On a 4 essentiels pour réussir à créer les conditions de réussite pour qu'un programme de culture client il voit le jour et il se mette en place durablement auprès des collaborateurs d'une entreprise. Donc, je voulais ici vous partager 4 essentiels, 4 leviers clés pour renforcer la culture client. Nous, on va beaucoup se concentrer sur le 4e levier qui est autour de l'expérimentation, du passage à l'acte. Sachez que j'ai pu faire un autre webinar où je passais un petit peu plus de temps et où je donnais davantage d'exemples sur ces différents leviers. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas en tout cas à retrouver sur la page ACEMIS cet autre webinar dans lequel je donne un peu plus de détails. Donc, ces 4 essentiels, on a le premier essentiel qui est donner de l'élan. Changer d'état d'esprit, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande des efforts. Et on ne change pas d'état d'esprit du jour au lendemain et on n'arrive pas forcément à changer d'état d'esprit si tout l'environnement autour de nous ne nous montre pas que c'est important. Et donc, donner l'élan, c'est réussir à inscrire la priorité client dans la stratégie d'une entreprise et c'est réussir à montrer l'exemple. Sans cet élan, généralement, il ne se passe jamais rien. Et on voit que c'est l'une des causes d'échec quand on met en place un programme culture client, c'est qu'il n'est pas forcément porté au bon niveau et qu'on va avoir la strate haute de l'entreprise qui dit que le client, c'est important, mais qui parfois est amené à passer des contre-messages, c'est-à-dire qu'on va avoir des réunions de COMEX où on dit que le client, c'est important, mais en fait, on se rend compte dans cette réunion qu'on ne parle jamais du client. Et donc que la priorité client, c'est plutôt dans les mots, mais elle n'est pas spécialement incarnée. Et donc, donner cet élan client, c'est faire du client une vraie priorité, c'est en être soi-même convaincu pour que cet élan client, il puisse ensuite être porté par toute la ligne managériale, donc de la strate haute jusqu'aux sphères plus opérationnelles d'une entreprise. Je vous donne un exemple très concret du fondateur de Blablacar, donc de Frédéric Mazella, qui, lui, participe, à titre individuel, participe régulièrement à des événements qui regroupent la communauté de clients et à des rencontres pour vraiment aller sur le terrain et recueillir les retours, les feedbacks des clients et des propositions d'amélioration de la part de clients. Notre deuxième condition de réussite, notre deuxième levier, c'est créer un bruit de fond. Pour entretenir le focus client, ce qui est important, c'est que le sujet du client, il reste sur le haut de la pile et qu'elle soit une préoccupation des collaborateurs un peu de tout instant, c'est-à-dire au quotidien. Et un petit peu là, toutes les opportunités, toutes les occasions sont bonnes pour faire en sorte de parler du client de manière régulière. Ça peut être des journées du client où une fois par an, on va mettre en place et on va organiser une journée qui est dédiée au client. Ça peut être des conférences qui sont organisées autour de sujets clients où on va partager des témoignages de la part de clients qui vont être contents, partager des vidéos autour du client, partager par exemple des éléments de benchmark. Donc évidemment, toutes les entreprises travaillent sur ce sujet un peu différemment, mais l'objectif, c'est de réussir à parler du client au quotidien pour que le sujet d'avoir envie de satisfaire le client soit une préoccupation quotidienne de la part des collaborateurs. Notre troisième levier, c'est faire connaître les belles histoires et valoriser les réussites.
La culture client, c'est aussi une question d'envie de satisfaire le client. Et nous, pour accompagner nos clients sur ces sujets, on aime bien leur proposer de travailler autour d'un poster de verbatim client positif. Et donc, par exemple, ils ont un grand poster qu'ils mettent en place, qui est visible de la part des collaborateurs, et chaque semaine ou chaque mois, ils partagent les verbatims clients les plus positifs, les plus marquants. C'est important à 2 titres. C'est important parce que ça permet à la fois de faire prendre conscience aux collaborateurs que le client n'est pas quelqu'un qui n'est jamais content, mais au contraire, il y a des fois où il est très content et il le dit et ça fait du bien de le lire. Et d'autre part, parce que ça permet aussi de valoriser en interne les initiatives qui sont orientées clients et donc d'avoir un retour positif des initiatives de la part des collaborateurs. Là, j'ai un petit exemple à vous donner, c'est le LCL qui, dans ses enquêtes clients, propose aux clients qui sont très satisfaits par l'échange, l'interaction qu'ils ont pu avoir avec un collaborateur du LCL, de pouvoir écrire un petit mot de remerciement directement auprès du collaborateur qui a pu les servir. Et enfin, le dernier, sur lequel on va passer un peu plus de temps, qui est encourager l'expérimentation. Ce qu'on voit souvent, c'est que quand il y a quelque chose qui pêche, c'est à ce moment-là, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire, on a dit que le client, c'était important, on a dit que c'est une priorité, mais dans les faits, il n'y a rien qui change de manière concrète. Donc, l'enjeu ici, c'est le passage à l'acte et c'est de réussir à créer un écosystème qui permet de libérer l'initiative et d'inciter les collaborateurs à oser faire différemment et donc à créer des comportements qui soient orientés clients. L'un des leviers, ou en tout cas l'un des outils qui est puissant pour réussir à faire émerger des nouveaux comportements qui soient orientés clients, c'est l'empreinte relationnelle. Et souvent, cette empreinte relationnelle, on va la faire vivre au travers de démarches qu'on appelle des démarches de test and learn ou des démarches de lab. Et je vous propose de prendre, pour que voilà, ça ne reste pas à un niveau de concept, mais de vous parler de la mission qu'on a menée auprès de l'Établissement français du sang. Je vais vous parler de l'empreinte relationnelle qu'on a co-construite avec eux. Je me permets de vous la présenter parce qu'elle a été rendue publique et de vous parler évidemment des effets concrets qu'a eu cette démarche de lab, comment on l'a mise en place, pourquoi elle a fonctionné et puis les effets que ça a pu créer en interne et puis auprès des donneurs. Alors, je me permets de faire un petit détour sur le contexte. Donc, l'Établissement français du sang a mis en place un vaste programme de transformation il y a un certain nombre d'années maintenant, hein, c'était en 2020. Ce programme de transformation s'est appelé Innovadon 2020. L'objectif, c'était de réussir à recruter de nouveaux donneurs et à fidéliser les donneurs sur la durée. Ils avaient des enjeux bien particuliers parce que on avait des donneurs qui étaient plutôt des donneurs de la génération un petit peu plus ancienne et donc des personnes qui allaient sortir des fichiers du don à horizon 2-3 ans. Et donc, l'établissement français du sang savait qu'il y allait avoir à un moment donné moins de donneurs. Un autre enjeu qui était de réussir à fidéliser et à recruter des donneurs issus de la nouvelle génération, donc des donneurs jeunes qui ont des attentes et des habitudes qui sont très différentes des générations un petit peu plus anciennes qui avaient l'habitude de donner leur sang. Et enfin, un autre enjeu, c'est que les attentes, et je vous le disais au début, les attentes des donneurs changent. Elles sont de plus en plus fortes. Les attendus sont de plus en plus fortes. Et même si aujourd'hui, la relation qui est nouée entre l'Établissement français du sang et leurs donneurs, elle est déjà positive, ces donneurs sont aussi des clients dans la vie de tous les jours qui commandent sur Amazon, qui prennent rendez-vous en quelques clics sur Doctolib et donc ils ont quand même naturellement tendance à comparer l'expérience qu'ils peuvent vivre auprès de l'Établissement français du sang
aussi avec d'autres standards de marché. Et donc, il était important pour l'établissement français du sang de se remettre au niveau des autres standards et donc de relever ce défi. Alors, avant de vous présenter l'empreinte relationnelle qui a été co-construite auprès de l'établissement français du sang, je voulais vous revenir sur un petit élément de détail, mais qui va prendre tout son sens. C'est qu'on se rend compte qu'il y a toujours une différence de perception entre ce que les collaborateurs croient avoir fait vivre à un client ou à un donneur et ce que le client a effectivement vécu. Et ça, c'est un constat qui est très important puisque ça nous permet de nous dire dans les démarches de culture client, de se dire que le plus important, c'est pas de se concentrer sur ce qu'on fait auprès des clients, auprès des donneurs, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'on a envie de leur faire ressentir. Et c'est pour ça que les empreintes relationnelles, on les construit autour des ressentis clients qu'on a envie de générer chez eux. Donc là, on parle plutôt des ressentis donneurs. Et donc, tout l'enjeu de cette empreinte relationnelle qu'on a co-construite auprès de l'établissement français du sang, on l'a appelé la relation attentionnée. Donc, c'est quel était le cap qu'on vise en matière de relation auprès des donneurs. Quelle est la marque qu'on a envie de laisser dans l'esprit des donneurs demain. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer d'une relation qui était déjà bonne, très bonne, à une relation qui est marquante, qui va marquer les esprits, qui va être mémorable et qui va faire en sorte qu'on a envie de revenir donner et qu'on a aussi envie d'en parler autour de nous et surtout faire en sorte que cette relation, on l'a appelée la relation attentionnée, elle soit homogène sur tout le territoire et que des donneurs qui donnent en Bretagne, sur la Côte d'Azur ou à Paris, ce soit la même. Notre empreinte relationnelle, vous pouvez le voir, donc cette relation attentionnée, on l'a construite autour de 4 ressentis. Et on s'est dit, on a envie qu'à chaque fois qu'un donneur ait pu être en interaction avec un collaborateur de l'établissement français du sang, il ait envie de se dire, moi je me suis senti serein car tout était clair pour moi. Je me suis senti utile parce que j'ai eu le sentiment que ma démarche, elle était reconnue. Je me suis senti bienvenue car on prend soin de moi et je me suis sentie détendue dans un cadre qui était agréable et convivial. Et en face, on vient imaginer des gestes, des comportements, des postures qui peuvent être développés de la part des collaborateurs en interne qui vont pouvoir soutenir un petit peu ces ressentis, générer ces ressentis, de la pédagogie, de la reconnaissance, de la prévenance ou encore de la confiance. Donc, vous voyez qu'en fait, cette empreinte relationnelle, c'est la boussole, c'est le cap qu'on se fixe en matière de relations. C'est ce qu'on a envie de faire vivre à nos donneurs demain. Et à partir de ça, à partir de cette cible commune, on laisse l'autonomie aux collaborateurs de réfléchir à ce qu'ils auraient envie de faire autrement, ce qui est à leur main en termes de posture relationnelle pour satisfaire les donneurs. Et donc, on leur laisse la possibilité, ou en tout cas les managers leur laissent la possibilité d'oser tester des choses auprès des donneurs. Je vais vous donner des exemples très concrets juste après. Donc, d'oser tester des choses auprès des donneurs, de regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, de tirer les enseignements de ce qui marche bien et de le partager plus largement auprès de l'équipe et puis bien sûr auprès des autres régions. Et le manager, là-dedans, il a un rôle à jouer qui est clé puisqu'il va être celui qui va booster l'initiative des collaborateurs et puis de faire en sorte que penser donneur, être orienté donneur dans tout ce que je fais devienne un réflexe. Cette démarche, elle permet de libérer l'initiative de la part des collaborateurs puisque là, ils prennent bien conscience qu'ils peuvent aller tester des choses, que ce n'est pas forcément une initiative qui vient du siège et qui leur est imposée, mais au contraire, c'est une initiative qui est co-construite et où ils ont leur rôle à jouer, ils ont plein de choses à tester auprès des donneurs, et c'est eux qui tirent les enseignements de ce qui fonctionne bien et moins bien pour créer des réflexes. C'est aussi une manière de prendre conscience qu'ils ont un impact sur la satisfaction donneur elle-même. Et donc, en tout cas, chez Assemis, on a tendance à dire que cette empreinte relationnelle, vous le voyez ici, elle ne dit pas
ce qu'il faut faire, mais elle laisse les clés du camion aux collaborateurs pour tester ce qu'ils ont envie de tester et puis pour le tout dans un cadre qui est protégé et pour booster l'initiative des collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce que cette démarche, cette initiative, cette empreinte relationnelle, ça a marché? Ça a marché pour différentes raisons et ça revient un petit peu aux conditions de réussite que je vous ai partagées tout à l'heure. Ça a marché parce que cette empreinte relationnelle, d'abord, elle a été co-construite avec à peu près une centaine de personnes de tous les métiers, de toutes les régions. On a co-construit cette empreinte auprès du siège, auprès de directeurs marketing, de directeurs de la com, de directeurs d'expérience client, mais aussi avec les agents d'accueil, avec des médecins, avec des infirmiers. On est allé faire résonner cette empreinte relationnelle. On a choisi chaque mot avec minutie pour voir si tout le monde s'y retrouvait. Si elle parlait à tout le monde. Et donc, on a vraiment essayé de donner la parole à chacun, de responsabiliser chacun et de se dire, cette empreinte relationnelle, elle est bien le reflet de tous les métiers et de tout ce qu'on a envie de générer auprès de nos donneurs en termes de ressenti. Ça permet aussi de garantir l'adhésion et l'appropriation de cette empreinte quand après, on l'infuse sur le terrain. Ensuite, ça a marché aussi parce que ça a été vraiment pris en main par la strate haute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance que ce soit d'impulser l'élan. Ça a été une priorité donc, qui a été largement partagée et affichée et soutenue par la direction générale et aussi par le président de l'établissement français du sang. Ils en ont fait des vidéos, ils ont fait différentes interventions, ils ont soutenu des conférences autour de ce sujet-là et donc ils ont cet élan a clairement été impulsé par le siège et par la direction et par le président lui-même de l'établissement français du sang. Et enfin, ça a aussi fonctionné parce que les managers et puis des personnes qui ont été identifiées comme des ambassadeurs, ils ont été formés, ils ont été outillés à cette démarche. Donc je m'explique. Des managers et des ambassadeurs ont été formés, c'est-à-dire qu'on leur a donné le sens. Pourquoi c'était important demain d'être orienté donneur, encore davantage d'être orienté donneur parce qu'ils l'étaient bien sûr déjà. Et on les a outillés, c'est-à-dire que dans les formations qui leur ont été proposées, on leur a mis à disposition une boîte à outils avec des activités qui étaient courtes, qui étaient simples à mettre en place, qui s'inséraient dans les rituels managériaux existants. L'idée, c'était pas de rajouter des réunions dans tous les sens parce qu'on sait qu'ils ont déjà des agendas qui sont très chargés, les collaborateurs aussi, mais c'était de penser à des petites activités qui sont simples à mettre en place, qui s'inscrivent dans ce qui existe déjà pour faire en sorte de parler d'honneur au quotidien. Donc, typiquement, c'était au moment de brief, au début de journée, quand on faisait des démarrages de dons de sang ou en débrief de journée, de pouvoir partager des belles histoires qu'ils ont pu avoir auprès des donneurs, de partager ce qu'on a appelé des kiffs du jour, donc des moments positifs avec des donneurs, de pouvoir, sur des temps un tout petit peu plus longs, partager des difficultés qu'on aurait pu avoir et s'aider du collectif et des autres personnes de l'équipe pour réussir à le résoudre, parce qu'on s'inspire aussi des expériences que les autres ont pu avoir. Donc, cette boîte à outils, elle a été créée autour de 4 objectifs clés qui étaient de proposer des activités qui permettent de prendre conscience que le donneur est important, de progresser, de créer des idées pour aller tester des choses auprès des donneurs, des choses nouvelles, et puis aussi de valoriser les initiatives qui sont prises par les collaborateurs, qui sont des initiatives orientées clients et de faire en sorte qu'on ait envie de les partager plus largement auprès de l'équipe ou auprès des autres régions parce que ce sont de superbes initiatives. Donc voilà, trois éléments importants qui ont fait que ça a bien fonctionné, c'est cette empreinte relationnelle a été co-construite, elle a été portée au plus haut niveau, mais également par toute la ligne managériale et on a eu des managers qui ont été formés, qui ont été outillés pour faire en sorte qu'elle puisse vivre
sur le terrain auprès des collaborateurs et qu'ils aient bien en tête que eux, ils animent cette culture client dans un espace protégé pour les collaborateurs où ils peuvent aller tester plein de choses et valoriser toutes les initiatives orientées clients et faire en sorte qu'au bout d'un moment, ça devienne un réflexe de penser donneur dans tout ce qu'il faut. Je voulais vous proposer des exemples très concrets qui ont été proposés dans le cadre de cette démarche par les collaborateurs des différentes régions. Typiquement, on a eu une équipe dans une région qui se sont dit, mais en fait, on utilise tout un jargon technique ou médical et on s'adresse aux donneurs en utilisant ce jargon. On se dit par exemple qu'on parle aux donneurs en leur disant qu'ils sont candidats au don. Donc, ils vont peut-être réussir ou échouer. Quand malheureusement, ils ne peuvent pas donner le jour J, on leur dit qu'ils sont ajournés. Et en fait, ils se sont dit, mais si on prend le pli de se mettre à la place des donneurs, quelqu'un qui n'a jamais donné et à qui on dit, vous êtes ajourné, pour finir, ils ne le comprennent pas forcément. Et donc, ils se sont créés un lexique, ils se sont notés tout simplement tous les mots qui pouvaient être un peu du jargon. Et ils se sont fait un petit temps de travail entre eux pour se dire quels seraient les mots qu'on pourrait utiliser à la place de ces mots un peu jargonneux et qui soient compréhensibles de la part des donneurs. Et ils les ont testés auprès des donneurs, ils ont regardé ce qui marchait bien, ce qui était compréhensible ou ce qui n'était pas forcément plus. Et quand ça a été testé et que voilà, ils ont tiré les enseignements que tel mot était bien plus important à utiliser que d'autres, et ils ont mis en place ce nouveau lexique pour que chacun puisse se l'approprier et adapter le vocabulaire qui était utilisé aux donneurs. On a une autre initiative qui a été très, très sympa aussi, portée par les équipes dans les maisons du don, c'est de mettre à disposition un grand mur avec des donneurs qui pouvaient aller écrire des petits mots à destination de la maison du don, des infirmiers, des infirmières et des médecins par rapport à l'expérience qu'ils avaient vécue. Donc, il y avait plein de petits post-it et des stylos qui étaient mis à disposition en salle d'attente, par exemple, et ils pouvaient aller coller leurs petits mots. Et comme on avait les équipes mobiles, qui sont les équipes qui partent avec leurs camions tous les matins dans différentes régions, ils les avaient aussi mis à disposition dans les salles des équipes mobiles pour que les retours des donneurs qui sont super positifs puissent être partagés par tous les collaborateurs, qu'elles soient sur les maisons du don ou que ce soit des équipes qui soient mobiles et qu'elles voient aussi les effets de ce qu'elles peuvent procurer en termes de satisfaction donneur tous les jours. On a un autre exemple aussi qui était proposé aux équipes d'applaudir des donneurs qui viennent pour leur dernier don, qui sont des personnes qui ont donné pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40, pendant 30 ans en tout cas, et d'avoir le geste de toute l'équipe qui remercie du fond du cœur d'avoir donné à toutes ces reprises, et aujourd'hui c'est leur dernier don. Donc un applaudissement général qui évidemment est extrêmement touchant et valorisant pour le donneur. Je vous partage encore quelques exemples. On a des collectes mobiles, donc c'était en Bourgogne, à Dijon. C'est une équipe qui est allée donner dans l'université de Dijon. Parfois, c'était des jeunes qui donnaient pour la première fois. Il pouvait y avoir quelques craintes, quelques malaises, et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on arriverait à dissiper ça, ou en tout cas à détourner un peu l'attention pour qu'il y ait moins de crainte par rapport à ça. Et ils ont organisé ce qu'on appelle un blind test, c'est-à-dire que chaque infirmier et donneur faisait équipe. Ils avaient amené leur petite enceinte, ils lançaient une musique et c'était au duo infirmier et donneur qui trouvait le titre de la musique en premier. Et ça a très bien marché parce que déjà, ça a créé un environnement qui était détendu et extrêmement convivial. Et en plus, clairement, les donneurs qui avaient des craintes, ils étaient plus concentrés sur trouver le titre de la musique que potentiellement les guides qui étaient dans leurs bras.
Et enfin, on a aussi des équipes qui ont mis en place avec l'équipe com les héros du jour. Donc, ce sont des cadres photos qui permettaient aux personnes qui donnent pour la 70e fois ou qui donnent pour la première fois ou pour qui c'est le dernier don ou pour qui c'est leur anniversaire de pouvoir se prendre en photo avec différents cadres qui illustrent la situation particulière du donneur aujourd'hui. Ou encore des petites affichettes qui étaient mises à l'accueil des maisons du don avec des messages personnalisés pour les personnes qui donnaient pour la première fois ou pour les personnes qui donnaient le jour de leur anniversaire. Et on avait clairement les prénoms de ces personnes tous les jours qui étaient inscrites. Et donc, c'est quand même extrêmement valorisant et ça permet aussi une expérience qui est très personnalisée de la part du donneur. Donc voilà, en gros ici, ce qui était intéressant, c'est de se dire que on leur a donné une empreinte relationnelle, donc les 4 ressentis qu'on avait envie de régénérer chez le donneur. C'est à peu près la seule chose qu'on leur a donnée parce qu'ensuite, les équipes ont eu les clés du camion pour se dire, à partir de ça, comment est-ce que moi, j'ai envie de faire auprès des donneurs pour faire en sorte qu'ils se sentent sereins et donc travailler sur de la pédagogie et donc, par exemple, mettre en place un nouveau lexique orienté donneur pour faire en sorte qu'ils se sentent détendus ou reconnus. Et là, ils ont testé plein de choses et ils ont regardé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et au fur et à mesure, c'est clairement rentré comme étant un réflexe d'être orienté donneur dans mon quotidien et dans tout ce que je fais dans mes journées. Hop. Ce qui est intéressant également auprès de quand on parle de ces démarches, c'est que ce sont ces démarches qui sont un peu par viralité et qui s'infusent. Donc, quelques chiffres quand même. On a 9 régions qui ont été embarquées au démarrage de cette démarche. On a 27 managers et ambassadeurs qui ont été formés avec leur boîte à outils et toutes les activités qui leur facilitaient aussi le travail pour embarquer leurs propres équipes. Et au total, on a à peu près 1500 collaborateurs qui ont été embarqués dans cette démarche et qui ont été invités à aller tester plein de choses pour faire évoluer les comportements, être orientés donneurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a commencé par les équipes prélèvement au tout début. Ça a bien fonctionné. Ce sont par exemple les exemples que je vous ai donnés juste au-dessus. Et on a eu d'autres équipes qui ont vu qu'il se passait quelque chose dans les régions, dans les équipes et qui ont eu envie d'en faire partie. Et donc, on a étendu cette démarche aux équipes qui étaient plutôt spécialisées sur le don de plasma. Et puis ensuite, on a eu les équipes qui étaient sur les centres de contact à distance, donc qui étaient les personnes qui répondaient au téléphone pour les donneurs, qui se sont dit, on voit bien qu'il se passe quelque chose, on a envie d'en faire partie et nous aussi, on peut faire des choses même en étant au téléphone. Et donc, on a également travaillé avec ces équipes sur ces mêmes sujets. Et puis, au final, on a eu, ça s'est bien étendu, le sujet des bénévoles, puisque sur les collectes mobiles et parfois dans les maisons du don, on a des bénévoles qui participent à certaines étapes du don. Et donc, qui eux aussi sont montés à bord de cette démarche culture donneur. Donc voilà, ici, on est vraiment sur des démarches d'infusion et donc sur des démarches presque de viralité. Et enfin, je souhaitais vous partager quelques chiffres. Quelques chiffres, puisque on est allé regarder ce qui s'était passé du côté de l'Observatoire donneur 2024 pour voir les résultats et les bénéfices constatés. Les donneurs le disent eux-mêmes, ils sont satisfaits, ils sont fiers de donner leur sang. Et en fait, on avait intégré dans les enquêtes de satisfaction donneur une question qui était directement ciblée sur les ressentis. Est-ce que vous vous êtes senti serein ? Est-ce que vous vous êtes senti en confiance ou reconnu, etc. Donc, on a utilisé les ressentis donneurs de l'empreinte relationnelle pour directement aller leur poser la question. Et on a vu qu'on avait 91% des donneurs qui se sentaient utiles et reconnus pour leur don en 2024 par rapport à 82% en 2022. Et puis, sur les chiffres qu'on vous propose en dessous, alors évidemment, le programme Innovadon, je vous l'ai dit, c'est un programme où on a travaillé sur beaucoup de chantiers, également des chantiers digitaux, des chantiers d'expérience donneur, des chantiers CRM, etc. Donc,
tout n'est pas lié à l'empreinte relationnelle, mais bien sûr, elle y contribue et on voit qu'on a des chiffres intéressants puisqu'en 2024, on a eu plus 17% de nouveaux donneurs et on a eu également des donneurs plus jeunes. Et comme on a travaillé sur les cibles des équipes plasma, on voit qu'on a aussi eu plus 14% de donneurs de plasma par rapport à l'année d'avant. Donc, on a quand même des résultats qui sont très encourageants suite à cette démarche d'expérimentation, cette démarche de lab autour de la culture client. Pour terminer, et de manière plus générale, parce qu'on sait que c'est souvent une préoccupation aussi de la part des entreprises de se dire, on parle souvent de comportement, on parle de soft skills. Comment est-ce que ça se mesure? Comment est-ce qu'on arrive à en mesurer les effets quand on met en place des programmes culture client de manière tangible? Alors, évidemment, on a des indicateurs habituels de satisfaction client ou des indicateurs de NPS, donc de Net Promoter Score, qui permettent de voir à quel point des clients vont être promoteurs d'une expérience qu'ils ont vécue et donc de l'envie de la partager à son entourage. Et donc ça, c'est bien sûr des indicateurs qui sont directement corrélés à de la mise en place de programmes culture client, donc CSAT et NPS. On peut également regarder les évaluations des ressentis clients à chaud, soit directement à la suite d'une expérience client, soit comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'établissement français du sang, on peut insérer des questions dans des enquêtes de satisfaction qui sont directement liées au ressenti de l'empreinte relationnelle qu'on avait envie d'aller chercher. Et donc, on a bien sûr un temps zéro au moment où on travaille pour la première fois sur cette empreinte relationnelle et puis ensuite, on voit l'évolution dans le temps. On a également des indicateurs du baromètre social qui peuvent être intéressants, donc des indicateurs de satisfaction salariés qui sont de bons indicateurs et notamment ceux qui peuvent porter sur le sens du métier, la liberté d'action ou encore les moyens qui sont mis à disposition pour y arriver. Et puis, parfois, on peut aller tirer le fil un petit peu plus loin et en travaillant sur le long terme, on voit qu'on peut aussi avoir des indicateurs commerciaux, des indicateurs de vente qui peuvent être corrélés à des programmes, à la mise en place de programmes culture client, puisque on peut regarder l'augmentation du panier moyen, parce que être orienté client, c'est aussi vendre mieux et donc vendre plus. Et c'est aussi potentiellement travailler sur des sujets de once and done. Et j'en termine ici. En conclusion, on voit que la culture la construction d'une culture d'entreprise qui soit orientée client, c'est un process qui est long. C'est une démarche qui prend du temps, qui ne se déploie pas, mais qui a tendance à s'infuser. Donc, elle repose sur une évolution d'état d'esprit. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et elle doit aussi se faire et s'inscrire dans un environnement et dans un écosystème qui soutient, qui valorise, qui laisse la place aux initiatives et qui permet aux collaborateurs d'oser des choses et de faire en sorte que ça s'inscrive sur la durée et que progressivement, être orienté client, ça devienne un réflexe. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de programmes qui s'infusent et non pas qui se déploient. Et la petite élément que je voudrais rajouter pour terminer ici, c'est de se dire que ici, on a vraiment parlé de transformation culturelle, mais orientée culture client. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ici, on outille des managers sur ce sujet d'être orienté client, mais pour finir, on leur met à disposition des ateliers qui sont packagés, qui sont prêts à être animés, et pour finir, ils détiennent les clés pour accompagner n'importe quel type de transformation. Et ils peuvent l'appliquer à des transformations du type comment est-ce que j'ai envie de travailler la coopération au sein de mes équipes, comment j'ai envie de travailler sur de l'innovation, comment j'ai envie de travailler sur des sujets de co-construction, etc.
Et en fait, on parle aujourd'hui de transformation au niveau de la culture client, mais quand on travaille sur la formation et l'outillage de ces managers sur ces sujets-là, on se rend compte qu'ils peuvent tout à fait mener d'autres types de transformations culturelles. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vais ouvrir le chat pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas également si vous voulez en poser de vive voix. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a une question. Bonjour, toutes les activités ne sont pas aussi valorisables comme celles de l'EFS, comme par exemple un service de maintenance, de nettoyage, comment y travailler cette culture client. Alors oui, en effet, on voit ici que même si on n'est pas en contact direct avec les clients, là, comme on est sur des services de nettoyage ou des services de maintenance, le résultat n'est pas forcément tangible de manière directe pour eux. En revanche, quand on peut complètement proposer à des clients de faire des retours, on le voit dans les enquêtes de satisfaction, on a également des retours qui peuvent être, en tout cas des questions qui peuvent être posées autour de la propreté des locaux, des outils qui sont mis, des outils qui sont mis à disposition de collaborateurs au sein d'une entreprise. Et donc, à ce moment-là, pouvoir partager aux personnes qui travaillent au sein des directions techniques de maintenance ou de nettoyage, leur partager des retours de la part de clients qui sont satisfaits de là-dessus, ça peut être des chiffres, ça peut être des verbatim quali, ça peut complètement être un moyen aussi de valoriser, même à cette échelle-là, bien sûr, à des niveaux très opérationnels, le travail qui est accompli et donc de pouvoir faire adhérer à ces démarches de culture client ce type de collaborateurs. Alors, on a également des questions. Très intéressant, merci. J'avais aussi une question qui était sur d'autres types d'organisations qu'on a pu accompagner. Alors, typiquement, moi, j'ai pu travailler sur ces sujets dans des secteurs d'activité qui sont très différents, auprès de la Poste, auprès de la Banque Postale, par exemple, où on a travaillé ces sujets d'excellence relationnelle et où, de manière très concrète, on a accompagné, on avait défini une empreinte relationnelle à l'échelle groupe et puis on avait travaillé avec des équipes de facteurs pour développer l'orientation client, l'orientation citoyen. Donc là, on était sur des contacts très directs avec des citoyens, mais on avait aussi travaillé comment est-ce qu'on développe l'empreinte relationnelle dans les écrits. Et donc, quand on travaille sur des chantiers de refonte des écrits, de mails, de communication, etc., on peut tout à fait adresser le sujet de l'empreinte relationnelle pour travailler sur la pédagogie, pour travailler sur la valorisation, sur la valorisation des clients, etc., sur ces sujets-là. Alors, j'ai une question qui est, pourriez-vous détailler un peu l'outillage évoqué pour les managers complètement. Alors, au niveau des outils qui sont proposés, on l'a fait pour Alliance, on l'a fait pour l'établissement français du sang. On a généralement une douzaine d'outils, d'activités qui viennent s'inscrire dans des rituels managériaux, qui sont généralement très simples à mettre en place, qu'on co-construit avec les métiers pour voir quels sont les outils qui seraient le plus facilement utilisables par des managers d'équipe. Et donc, vous parliez de gouvernance ou de comitologie, on a des points d'étape avec des instances clés aussi pour valider cette boîte à outils, faire en sorte que les outils qu'on propose soient le plus adaptés possible aux équipes. Et typiquement, sur ces outillages, alors je donnais quelques exemples, mais on peut mettre en place pour des équipes où on sait qu'il y
y a un sujet de prise de conscience de la part de collaborateurs que le client est important et avec des collaborateurs qui parfois peuvent avoir l'impression que eux sont trop loin du client et ne voient pas l'impact, leur impact individuel sur la chaîne de valeur client. Et ben on a une boîte à outils où on va proposer une immersion où ils peuvent aller typiquement pour l'établissement français du sang. On leur avait proposé d'aller donner leur sang, s'ils pouvaient le donner dans une autre maison du don, d'y aller avec quelques questions en tête, justement l'empreinte relationnelle, et de se poser la question tout au long de leur parcours, est-ce que je me sens serein, est-ce que je me sens reconnu, etc. Pour chausser les lunettes du donneur et vivre ce que le donneur vit en vrai. Et donc, mettre de côté la casquette collaborateur et chausser les lunettes du donneur. On a également des petits outils qui sont la mise à disposition de jeux de rôle avec pour s'essayer à des situations qui peuvent être un peu plus compliquées à gérer de la part de collaborateurs et essayer entre équipes d'avoir des jeux de rôle avec une personne qui joue le donneur, qui va avoir des contrariétés ou des craintes, et en face, une personne, un collaborateur qui va jouer son rôle de collaborateur et qui va essayer de répondre à certaines craintes, à certaines réactions prévisibles. Ou bien des boîtes à outils, des activités qui vont tout simplement être à la fin de chaque semaine, on partage des belles histoires qu'on a pu avoir avec des clients, on partage des verbatims positifs, ou au contraire, on va être amené à partager sur des verbatims clients négatifs pour essayer de s'améliorer et se dire comment est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de posture relationnelle pour que ce type de verbatim client n'existe plus demain. Donc, on a plein de types d'activités qui existent. Elles sont complètement ajustées et co-construites avec les équipes pour qu'elles soient le plus utile possible aux managers et utilisables par les équipes terrain. Alors, vous parlez quand même, j'ai à moitié répondu de comitologie et de gouvernance. C'est quand même important de le préciser. C'est que pour que ce soit suivi sur la durée, on a le manager à qui on propose de pouvoir toutes les semaines ou tous les 15 jours proposer des petits ateliers de retour d'expérience pour permettre aux collaborateurs qui ont testé des choses pendant la semaine de pouvoir partager ce qu'ils ont testé, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de tirer les enseignements pour pouvoir le partager plus largement aux autres collaborateurs ou aux autres régions, par exemple. Donc, on a une gouvernance à la maille manager des équipes, et ensuite, nous, ce qu'on fait généralement, c'est que on met en lien les managers des différentes équipes qui ne sont peut-être pas régulièrement amenés à se parler, mais pour que eux-mêmes échangent avec les autres équipes ou les autres régions ce que eux mettent en place, les bonnes pratiques qui sont testées et ce qui serait intéressant de partager de manière plus large. Et puis, bien sûr, on a, en tout cas dans le programme Innovadon, on avait des copiles régulièrement sur tout le programme de transformation. Et donc, on parlait des avancées qui étaient faites sur le sujet de la culture d'honneur à chaque copile, bien sûr. Et d'ailleurs, on proposait à des collaborateurs terrain, à des managers, mais également à des collaborateurs terrain, de partager et de témoigner sur ce qui était testé, ce qui fonctionnait bien et en quoi l'équipe adhérait à cette démarche et en quoi c'était valorisant aussi pour eux. Alors, je vois que là, j'ai une autre question sur la partie outillage. J'espère y avoir répondu. Voilà, et en effet, on a Nathalie, d'ailleurs je vais passer à la slide suivante qui est intéressante. Voilà, on a Nathalie Ruchot qui est au sein du cabinet et directrice des programmes culture client, et qui précisait qu'il est essentiel d'insérer le sujet de la culture client dans la comitologie existante, et de faire en sorte que ce soit pas quelque chose en plus, mais que ça puisse s'insérer naturellement pour éviter les effets millefeuille. Bon, n'hésitez pas s'il y a encore une question. Je vois que le temps file, il est déjà 11h01.
J'ai été ravie en tout cas de partager cette heure avec vous, de partager un peu les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur cette très très belle mission avec l'établissement français du sang. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en tout cas à contacter Nathalie ou moi-même. On prendra un grand plaisir à continuer cet échange si vous le souhaitez. Donc merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, c'est ça, en fait.